Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est l'heure de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? En fait pas chier. On essaye? Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à l'écran express. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre du cinéma d'action américain, un film qualifié par la plupart des critiques de nanar, mais surtout mon film préféré avec Sylvester Stallone, Cobra. La société engendre une nouvelle race de criminels. Elle engendre aussi une nouvelle race de flics. Stallone est un flic nommé Cobra. La force au service de la loi. Cobra, c'est l'histoire de Marion Cobretti, un flic aux allures de voyou qui compte bien guérir la ville de toute criminalité. Ses méthodes violentes et brutales font trembler les petites frappes qui n'ont qu'à bien se tenir. Cette fois, l'agent Cobretti et l'équipe des zombies doivent faire face à l'étrangleur de la nuit, un tueur en série impitoyable. Mais pour Cobra, ce tueur en série ne peut pas agir seul, et serait même probablement aidé d'une secte entière de dégénérés qu'il compte bien guérir à sa façon. Hé, ordure. T'es un tireur à la con. Et j'ai horreur des tireurs à la con. T'as flingué un mec pour rien. Maintenant, ça va être ton tour d'être flingué. L'histoire de la production de Cobra remonte à l'année 1984, lorsque Stallone est choisi pour interpréter le personnage d'Axel Foley dans Le Flic de Beverly Hills. Après avoir choisi Mickey Rourke, qui a malheureusement dû refuser pour travailler sur L'Année du Dragon de Cimino et 9 semaines et demie d'Adrian Lyne, les producteurs Jerry Bruckheimer et Don Simpson ont l'idée d'appeler Sylvester Stallone. Sly est très emballé et comme à son habitude, il récupère le scénario et rédige sa version. Ce nouveau jet à la Stallone comprend énormément de scènes d'action et des cascades très coûteuses. De plus, l'aspect comique du script est balayé au profit d'une ambiance très dure, voire glauque. Le personnage d'Axel Foley est remplacé par un Italien du nom d'Axel Cobretti. Le duo de producteurs, devant l'ampleur des coûts qu'engendreraient les remaniements de Sly, remercie celui-ci. Dans le même temps, le scénario est réécrit pour coller à la personnalité de son nouvel acteur, Eddie Murphy. Stallone est hors jeu, mais l'acteur n'oublie pas les idées qu'il a eues pour le film et décide de proposer sa version du scénario. Il s'inspire d'un roman de Paula Gosling, Fair Games, aussi appelé The Running Duck, sorti en 1974 pour développer la base du scénario de Cobra. Le livre est publié chez nous en 1979 sous le titre Un flic pas tellement sale. Cette série noire, comme on l'appelle en France, raconte l'histoire d'un vétéran du Vietnam, rongé par le remords, qui va se mettre en quête de justice. L'idée de Stallone est assez claire. Il souhaite faire un film violent, sombre, reprenant les codes des films de Vigilante et ceux de l'inspecteur Harry. Il insiste dès l'écriture pour avoir deux acteurs de l'inspecteur Harry, Ronnie Santoni qui interprétait l'inspecteur Gonzalez, un nom qu'il garde dans Cobra, et Andrew Robinson qui interprétait le rôle de Scorpio. Plus tard, les références à cette saga se multiplient. Le générique de Cobra reprend celui de Magnum Force, avec ce gros plan sur une main brandissant un pistolet jusqu'au coup de feu, et le personnage de Cobra semble être une réécriture 80s de celui de Harry. En Amérique, il y a un cambriolage toutes les 11 secondes. Un vol à main armée toutes les 65 secondes. Une agression toutes les 25 secondes. Un meurtre toutes les 24 minutes. Et 250 viols par jour. Stallone écrit alors rapidement les aventures de la Zombie Squad, inspiré d'un groupe d'intervention belge qui agissait la nuit et qui devait traiter avec des criminels, pour la plupart détraqués. Leur leader serait Marion Cobretti, le nouveau héros bodybuildé made in Stallone. Son nom lui vient de John Wayne, dont le nom de naissance est Marion Robert Morrison. Ironiquement, Stallone jouera avec le présumé neveu par alliance de John Wayne, qui n'est ni plus ni moins que Tommy Morrison, qui jouera Tommy Gunn dans Rocky V. Cobra doit être fort et charismatique. Pour écrire son personnage, Stallone s'inspire de notre bébelle nationale, fait étonnant car Jean-Paul Belmondo inspirera deux Cobras, celui de Stallone évidemment, mais aussi le célèbre Cobra de l'animé japonais. Bien caché dans la nuit, c'est Cobra.
guettant ses ennemis, c'est Cobra. Personne n'est à l'abri, c'est Cobra. Android et robot, c'est l'univers zéro. Mais votre roi est là, et votre roi c'est Cobra. Coïncidence supplémentaire, le film Le Solitaire de Jacques Deray avec Jean-Paul Belmondo, sorti un an plus tard, devait également s'intituler Cobra. Mais pour éviter l'homonymie, le titre fut changé durant la production. Mais revenons à Cobra. Le premier scénario de Sly comporte des différences importantes avec le film final. L'introduction dans le supermarché se déroule dans un cinéma, et beaucoup plus de personnes sont victimes du maniaque. On y apprend la mort de la compagne de Cobra, assassinée par des tueurs qu'il traquait. Une course-poursuite en bateau est initialement prévue. Stallone explique en interview son intérêt pour ce genre d'histoire. J'ai beaucoup d'empathie pour ces personnages de victimes. Les criminels semblent toujours s'en tirer. Ce sont des animaux qui réclament le retour de la loi de la jungle. J'ai essayé de garder l'histoire à taille humaine. J'ai réduit les dialogues pour me concentrer sur l'action. Car je pense vraiment que ces scènes d'action parlent plus que des monologues. Il revoit son script et atteint finalement 103 pages prêtes à tourner. À ce moment-là, Stallone est auréolé du succès de Rocky IV, avec près de 300 millions de dollars au box-office. Il vient également de sortir Rambo 2 au cinéma, qui fait de nouveau un score de 300 millions. Ce deuxième opus de Rambo est réalisé par George P. Cosmatos, à qui il décide de confier la réalisation de son Cobra. Le réalisateur a 45 ans à l'époque et n'a fait que 2 films en Amérique du Nord. Terreur à domicile, aussi connu sous le titre d'Origine inconnue, un film d'horreur modeste sur un homme confronté à un rat particulièrement coriace, et Rambo 2. Sa carrière est composée essentiellement de films européens à succès, et Cosmatos peut se vanter d'avoir tourné avec les plus grands du milieu, tels que Sophia Loren, Burt Lancaster, Richard Harris ou encore Richard Burton. Il ne manque pas d'hommes qui peuvent s'occuper de cette affaire, mais alors pourquoi ne maîtrise-t-on pas la situation? Parce que nous ne sommes pas en face d'un homme seul, nous sommes face à une armée de tueurs. J'arrête pas de le dire sur tous les comment est-ce que tu le sais? Je le sais, ça suffit. Bon, très bien, mais une armée, je trouve cet argument spécieux. Tu as dit spécieux? Oui, j'ai dit spécieux. Enfin, soyons sérieux, qu'est-ce que tu as comme indice pour étayer tes dires? Apparu une femme affolée, et puis cette idée de la sortir de la ville pour assurer sa protection, c'est ridicule. Maintenant que le duo Stallone-Cosmatos est en place, il faut trouver un financement. Cobra n'est pas un Rocky ou un Rambo, mais nécessite un budget conséquent pour mettre en place toutes les cascades écrites par Sly. La Canon, une société de production à l'origine de nombreux films d'action à petit budget et dont l'épopée nous a été racontée précédemment dans une série d'épisodes de Retour à l'écran, s'intéresse au projet. Stallone, bien que vivement critiqué, reste un monstre du box-office et même ses films les plus boudés sont des succès. Le deal qui lui est proposé est le suivant. La Canon accepte de financer le film si celui-ci signe un contrat pour 2 films, le premier étant Cobra et le second Over the Top. En revanche, le studio ne peut pas fournir les 25 millions de dollars nécessaires au tournage de Cobra. C'est alors qu'intervient la Warner. Le studio consent à débourser les fonds manquants, mais la Canon devra se passer de son fameux logo d'introduction et de conclusion du film, et ne sera que très peu citée, la Warner restant la source principale de financement du film. Je vais la tuer, et je ferai sauter la baraque. Vas-y. Je dois faire mes courses ailleurs. Les quelques millions manquants seront fournis par des marques exigeant certains placements de produits. Raison pour laquelle on retrouve dans Cobra beaucoup d'allusions à Pepsi et à Coors, une célèbre marque de bière. L'argent trouvé, le casting peut commencer. Stallone impose Brigitte Nielsen, sa compagne de l'époque, pour le rôle principal féminin. On en a beaucoup parlé. Je lui demandais si c'était une bonne idée. Il me disait que oui. Il était sûr de son opinion sur le moment présent, même si ça pouvait changer après coup. Mais oui, évidemment, on en a beaucoup parlé. Brian Thompson est auditionné pour le rôle de l'étrangleur de la nuit. Il n'a tourné que dans un seul film à l'époque, mais pas des moindres, puisqu'il interprète un punk dans Terminator. Plus tard, il sera connu pour ses rôles dans plusieurs séries B, telles que Full Contact, Mortal Kombat ou encore The Order. 7 auditions lui seront nécessaires avant d'être pris pour le rôle. Au départ, l'acteur est jugé trop gentil, mais lors des tests face caméra, le doute s'estompe. Ce sera lui et personne d'autre. Thompson s'intéresse au rôle, et demande à Stallone d'en apprendre plus sur le background de son personnage. Ce à quoi Stallone répond « On s'en fout, il est méchant parce qu'il est méchant, point barre ». Lee Garlington, que l'on connaît à l'époque essentiellement pour son rôle dans Psychose 2, auditionne pour le rôle de la policière infiltrée. Son intérêt pour le rôle est faible, mais le cachet qui lui est promis la motive fortement.
Marco Rodriguez auditionne pour le rôle de l'étrangleur, mais finit par être redirigé vers celui du tueur du supermarché, que l'on découvre en intro. Alors, calme-toi, amigo. Tu veux causer? On va causer. Une bonne conversation, j'apprécie. Je refuse de causer avec vous. Faites venir les caméras ici tout de suite. Allez, faites-les venir. Le film se construit sur la rivalité entre le bien, incarné par Cobra, et le mal absolu, incarné par l'étrangleur de la nuit. Cette puissance maléfique, poussée à l'extrême, doit être représentée par son arme, un couteau exagérément grand et couvert de pointes acérées. Cette arme est conçue par un coutelier, Hermann Schneider, et sa consigne est alors de créer une arme dont tout le monde se souviendrait. La lame est si tranchante que Brian Thompson se coupe régulièrement par accident lorsqu'il le manipule. Je me suis coupé si souvent entre les prises. Il voulait que je tienne le couteau, que je le nettoie, que je l'affûte. Et entre les prises, je le tenais contre ma jambe. Et je me rendais compte que j'avais des trous dans le pantalon. Oh fuck. Damn it. Si le couteau représente l'étrangleur, Cobra a le droit à son attirail également. Il est composé d'un Colt muni d'une crosse sur laquelle est dessiné un cobra, et d'une voiture, une Mercury de 1950 appartenant à Stallone lui-même et qui sera fabriquée en 3 exemplaires pour les cascades. Ces répliques sont équipées de pièces spécifiques pour répondre aux besoins des cascades. Un cascadeur est interviewé pendant le tournage du making-of. On a tout type de cascadeurs. Il y a des cascadeurs en voiture, en moto, il y a des chutes, des combats, du feu. Tous les types de cascades sont présents dans ce film. Pourtant, sur le plateau, Stallone est assez dur avec les cascadeurs. Selon lui, ils ne sont pas assez efficaces. L'un d'entre eux dira « Si Stallone ne passait pas son temps à plotter le cul de sa femme et à faire le beau devant ses gardes du corps, on gagnerait peut-être du temps. » Mais si Stallone est si dur avec l'équipe des cascades, c'est parce qu'il réalise quasiment le film seul. Selon lui, Cosmatos est un bon producteur, mais un mauvais réalisateur. Ainsi, il prend en main le tournage, et donne lui-même toutes les indications aux acteurs, faisant passer Cosmatos pour un simple assistant. C'est Stallone qui a conçu la plupart des plans et qui a dirigé Brian Thompson, notamment dans la scène finale. Stallone lui demande de boire le plus d'eau possible pour postillonner un maximum lorsqu'il lâche ses fameux pigs, traduits par poulet en français. Même moi, j'ai des droits. N'est-ce pas, poulet? Cosmatos acquiesce à toutes les directives de Stallone. Lorsque Sly n'est pas présent sur le tournage, le réalisateur se montre tyrannique avec les équipes et se permet même des réflexions désobligeantes envers Brian Thompson. Il lui explique qu'il aurait été bien meilleur s'il l'avait écouté et que sa performance actuelle est médiocre. L'ambiance n'est donc pas au beau fixe sur le tournage et une partie du casting a l'interdiction d'adresser la parole à Stallone. La scène de fin s'apprête à être tournée. Il est prévu que la course-poursuite à moto se déroule de nuit. Sly change la scène à la dernière minute. Il veut désormais que cela se fasse de jour afin d'éviter les hordes de moustiques qui envahissent Seattle à l'époque. Le tournage se poursuit avec la scène de confrontation finale entre Cobra et l'étrangleur de la nuit dans la fonderie. Une scène clé du film que Cosmatos explique en interview à même le plateau. La fonderie fonctionne tous les jours. Il faut donc venir quand elle est à l'arrêt. Donc nous tournons des scènes de jour, mais de nuit. Donc on place beaucoup de lumière et de fumée dans le décor, et on crée des effets dans toute la fonderie. C'est difficile car on ne travaille pas seulement avec les acteurs qui doivent se battre, mais aussi avec l'environnement. On joue avec le feu, les étincelles, et il faut que tout s'enchaîne en même temps. En plein combat, Stallone frappe malencontreusement Thompson à la mâchoire avec la crosse de son arme. L'acteur est secoué, voire complètement dans le brouillard. Il tente de cacher sa difficulté à poursuivre la scène, mais sera marqué d'une importante ecchymose et souffrira pendant plusieurs jours. Par la suite, Thompson interprète sa scène de monologue face à la script du film, Stallone étant en train de regarder un match de basket à la télévision. Ce n'est malheureusement pas le seul accident de ce tournage, car 2 cascadeurs sont blessés à la suite de la scène où la camionnette s'écrase contre un mur. Une cascade dans laquelle Brigitte Nielsen a failli être heurtée également. Une fois le tournage terminé, on envoie tous les rushs sur le banc de montage de Don Zimmerman, avec qui Stallone a déjà travaillé sur Rocky 3 et 4, ainsi que sur Stayin' Alive. Celui-ci est accompagné de James R. Simon, qui travaillera sur Rambo 3. Le premier montage du film dure plus de 2 heures. En effet, Cosmatos et Stallone ont tourné beaucoup de rushs, et il est difficile de faire tenir le film dans un traditionnel 90 minutes. Inquiet devant la violence du film, la Warner exige de couper beaucoup de plans pour éviter d'être classé X.
On enlève notamment des scènes de bras découpés, plusieurs meurtres dans la rue ainsi qu'une longue scène d'autopsie montrant de manière très crue des corps atrocement mutilés. Le montage fait encore plus ou moins 2 heures et une autre variable rentre en ligne de compte. En effet, le succès de Top Gun de Tony Scott vient inquiéter la production qui a peur de tomber dans l'ombre de ce blockbuster. Ainsi, pour le concurrencer, le studio exige de réduire la durée du film et de s'aligner à celle de Top Gun qui dure alors 1h40. T'es en train de me dire ce que je dois faire, toi? Ce que je dis n'est pas contre toi. Nous concevons les choses différemment, c'est tout. Cobra, tu appartiens à la brigade des zombies, tu es un spécialiste qui fait ce que les autres refusent de faire, d'accord? Mais il est hors de question de faire parler les gens sous la menace, car la police des polices nous tombera dessus. Alors on a perdu. Perdu, pourquoi perdu? Parce que tant que vous trouverez normal de respecter vos putains de règles à la con contre ce genre de tueur, eh ben on l'aura dans le dos. Zimmerman et Simon doivent couper drastiquement, éliminant énormément de séquences de développement de l'histoire au profit des scènes d'action plus coûteuses. Cela a pour effet de créer d'importants trous dans la narration et d'enlever des éléments de compréhension du scénario. Le but de cette réduction de durée est de pouvoir diffuser le film plus de fois dans les cinémas. Un film de moins d'1h30 pourra être diffusé presque 2 fois plus qu'un long film de 2h10. En engorgeant les salles obscures de plus de séances de Cobra, la Warner et la Canon pensent rentrer plus aisément dans leurs sous. Une technique similaire sera utilisée pour 48 heures de plus, la suite du buddy movie avec Eddie Murphy et Nick Nolte, qui sera considérablement réduit pour pouvoir concurrencer le Total Recall de Verhoeven. Ce soir, l'homme connu sous le nom de l'éventreur de la nuit a semble-t-il frappé pour la 16e fois en un tout petit peu plus d'1 mois. La victime, un jeune homme de 22 ans, a été mutilé avec un instrument tranchant et a apparemment été choisi d'une façon tout aussi arbitraire que les 15 autres. Pour que le film soit un succès, il lui faut une musique populaire et identifiable. Sylvester Levay, un compositeur serbo-hongrois, est choisi pour créer l'identité musicale de Cobra. Il sera connu plus tard pour la BO de Hot Shot et pour le thème culte de Supercopter. On retrouve 2 de ses compositions dans le film, une ambiance très sombre et une musique de poursuite intitulée The Chase. Une 3e musique est composée pour le film, mais sera coupée au montage. The Chase deviendra une musique très réutilisée, notamment pour des bandes-annonces de films d'action tels que Bloodsport ou Désigné pour mourir. À l'époque, beaucoup de bandes-annonces réutilisent des musiques d'autres films. Par exemple la bande-annonce de Critters, qui reprend la musique originale des Griffes de la nuit. Le reste de la bande-son est composé de musique pop appréciée par Stallone, telle que Angel of the City de Robert Tepper, ou encore Voice of America's Son de John Cafferty. La musique The Touch de Stan Bush, présente dans le film Transformers de 1986, a été composée à l'origine pour Cobra. Mais le véritable hit de Cobra reste bien évidemment Feel the Heat de Jean Beauvoir, que Stallone entendait en permanence dans l'immeuble qui abritait la salle de montage, au point qu'il décide de l'ajouter dans le film. Le film sort le 23 mai 1986 aux États-Unis et le 22 octobre de la même année chez nous. Il est interdit aux moins de 17 ans et seulement aux moins de 13 ans en France. Il est considéré comme un échec comparé à Rambo 2 et Rocky 4, bien qu'il engrange 12 millions lors de sa première semaine d'exploitation, soit le meilleur score pour un film de la Warner et de la Canon à l'époque. Il fera 160 millions de dollars au box-office mondial, rentrant largement dans son budget de 25 millions. Sa première semaine est un record pour l'année 1986, seulement 2e derrière Star Trek 4. En France, le film fera 2 791 000 entrées. Un projet de suite est alors évoqué, mais sera très vite oublié. Les critiques sont mauvaises. Le film représente tous les excès de Stallone, son personnage est bas du front, tout comme son film, qui dès 1986 est qualifié de nanar sans fond. En France, Starfix critique les idées mises en avant dans Cobra, tandis que Mad Movies annonce la couleur en clamant « Ne cherchez pas une once d'intelligence dans Cobra, il n'en a pas ». Kawati, vous savez que vous avez un problème de comportement? Oui, mais un tout petit problème. De tout temps, Cobra a été victime de moqueries et est régulièrement pointé du doigt comme étant l'un des pires films de Stallone, représentant pour beaucoup tout ce que l'on peut reprocher à la star américaine. Il est également nommé aux Razzie Awards, la compétition des mauvais films, dans les catégories pire film, pire acteur, pire actrice, pire second rôle masculin, pire révélation et pire scénario. Il est vrai que Cobra perd les nuances apportées par les précédents films de Stallone. Il confirme l'entrée dans une période très manichéenne pour l'acteur, avec des films plus bourrus comme Rambo 2 et Rocky 4.
Mais une poignée de fans persiste à aimer le film, s'échangeant même des copies de montage contenant plus de 40 minutes d'images inédites, ainsi que tous les passages supprimés pour éviter le classement X. Le spectateur lambda n'a pas la chance de voir cette version, mais peut satisfaire quelque peu sa curiosité grâce à une version télé comprenant 5 minutes supplémentaires. Dans cette version, on retrouve notamment certains plans un peu plus graphiques, un meurtre complet, une scène de Cobra qui récupère son courrier, une scène dans un commissariat, une autre montrant l'étrangleur à son travail, quelques plans de Brigitte Nielsen à une fête, et encore d'autres de la secte entrant chez Cobra. Marion Cobretti. C'est vraiment votre nom ? Gonzalez a encore perdu une occasion de se taire. C'est pas si mal. Vous trouvez? Je croyais que c'était amusant, un nom pareil pour un garçon. En 1995, une nouvelle adaptation du roman Fair Games de Paula Gosling est mise en place avec William Baldwin et Cindy Crawford. Elle souffrira du même problème que Cobra, à savoir que la Warner voudra de nouveau supprimer du montage toutes les scènes qui peuvent choquer. De plus, la mauvaise réception du film lors des projections tests ont montré de grosses lacunes dans le montage. Aujourd'hui, Cobra est perdu dans une masse de nanars musculeux et ne représente qu'un mauvais film de Stallone tout au plus. Contrairement au Faucon de la Nuit, la première incursion de Stallone dans le polar, celui-ci ne renie pas Cobra. Il clame même que Marion Cobretti est son 3e personnage préféré, derrière Rocky et Rambo. Il va même jusqu'à proposer sur son site une figurine de Cobra, un cadeau inespéré pour beaucoup de fans. En 2017, Sly poste une photo de Cobra sur son Instagram et laisse croire à un comeback, qui ne verra certainement jamais le jour. La plupart des fans espèrent encore une Director's Cut pour enfin voir Cobra dans son intégralité. Cobra est disponible en Blu-ray et une édition collector a été produite par Shot Factory. C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. Mon expérience avec Cobra est un peu particulière. C'est le premier Stallone que j'ai vu. Je devais avoir 12 ans lors de mon premier visionnage, quelques jours avant que je découvre Scarface. Pour moi, Cobra représente les années 80, dans tous ses excès, et c'est comme ça que je les aime. Évidemment que le film est bas du front, ridicule sur bien des aspects, mais quel kiff. Cobra, au-delà d'être un polar d'action, reprend certains codes du cinéma d'horreur et du slasher, une voie qu'il semblait vouloir embrasser dans sa version originale. Car si le body count du film, 52 morts dont 41 tués par Cobra, peut faire penser à un film d'action pur et dur, l'exécution de ces meurtres sont bel et bien tirés de l'univers horrifique. Le tueur semble tout droit sorti d'un slasher et l'ambiance poisseuse et glauque de la ville n'y est pas pour rien. Ce film est pour moi une Madeleine de Proust jouissive et décomplexée, et je n'ai pas honte de dire que Cobra se hisse facilement dans mon top 10 de mes films préférés. Alors certes, Cobra n'a pas l'intelligence d'un Rocky, ni même la force d'un Rambo, mais c'est définitivement mon Stallone favori. J'ai une pensée émue pour Alain Dorval qui nous a récemment quittés et qui interprétait comme toujours la voix française de Stallone dans Cobra. Une VF que je chéris, car oui, je ne regarde Cobra qu'en VF, pour avoir le plaisir d'entendre ce ton toujours plus badass de notre Marion Cobretti préférée. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran express. Tous nos autres épisodes sont disponibles sur YouTube et sur les plateformes de podcast. À très vite et surtout, regardez Cobra. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.